Nous avons parcouru un long chemin jusqu'ici, et après avoir appris de nombreuses notions essentielles pour développer une application de zéro en utilisant Angular, nous arrivons à la conclusion de cette série. L'objectif de cette vidéo est de vous apporter quelques éléments de réponse à quelques questions que beaucoup se posent sur Angular, de vous suggérer quelques pistes à explorer pour la suite, ainsi que des recherches sur certaines notions que je n'ai pas pu aborder dans cette série. Bref, ce serait la grande conclusion de cette série. Nous avons appris beaucoup de choses durant cette série, notamment comment démarrer un projet Angular de zéro, comment créer des composants et les faire communiquer, comment isoler la logique et la rendre réutilisable grâce aux services, comment mettre en place un système de navigation entre les différentes pages de notre application, comment manipuler les formulaires et mettre en place des validateurs, comment réaliser des requêtes HTTP ou interagir avec un serveur et traiter les réponses, comment mettre en place des intercepteurs, comment protéger l'accès à certaines routes de notre application, comment tester les différentes briques de notre application, et bien d'autres notions encore. Il y a également certains éléments que je n'ai pas pu aborder dans cette série, soit parce qu'ils ne sont pas indispensables au quotidien, soit parce que je les traite en détail dans d'autres vidéos déjà disponibles sur la chaîne. Parmi ces notions, on peut citer les resolvers, qui permettent de récupérer des données, généralement via des requêtes HTTP, avant d'accéder à une route qui en a besoin. Les resolvers sont utilisés pour éviter d'afficher un composant routé, avant d'avoir toutes les données nécessaires à son affichage. Nous n'avons également pas abordé la création de directives personnalisées, la création de validateurs personnalisés, les signal carries qui permettent d'accéder aux éléments enfants dans la vue ou dans le contenu d'un composant pour effectuer certains traitements dessus. Nous n'avons également pas abordé le two-way data binding, le lazy loading, qui est utile pour améliorer les performances en évitant de charger du code inutile au démarrage de l'application. Je vous encourage à faire des recherches pour découvrir l'utilité de ces différentes notions dans la pratique. Une question qui revient souvent dans la communauté est quelle version d'Angular apprendre? Faut-il commencer avec une version moderne ou une version plus ancienne? Quelqu'un m'a d'ailleurs posé une question similaire en commentaire d'une des vidéos, comme vous pouvez le voir sur cette capture. Pour résumer mon avis sur le sujet, selon moi, dans la vie courante, l'une des premières raisons pour lesquelles beaucoup apprennent une technologie est de trouver un emploi. Il est donc essentiel de s'adapter au marché de votre zone géographique, en vérifiant par exemple ce qui est demandé dans votre région. Si ce sont d'anciennes versions d'Angular qui sont demandées, ou plus utilisées dans votre zone géographique, alors apprenez-les d'abord. Et une fois que vous aurez trouvé un emploi, vous pouvez ensuite switcher ou apprendre les nouvelles versions sur votre temps libre, par exemple en travaillant sur des projets personnels d'exploration. Si au contraire ce sont les nouvelles versions qui sont plus demandées, vous pouvez faire l'inverse. Un facteur important à prendre en compte est que maîtriser à la fois les anciennes et les nouvelles versions d'Angular est un grand atout. Cela vous démarque des autres sur le marché de l'emploi, vu que vous pouvez bien postuler aux offres qui exigent d'anciennes versions d'Angular, aussi bien que celles qui exigent les versions modernes. Aussi, on retrouve de nombreuses entreprises qui ont des applications tournant sur d'anciennes versions d'Angular et souhaitant les migrer vers de nouvelles versions. Si vous connaissez bien ces différentes versions, vous serez naturellement la personne idéale pour assurer cette transition. Une autre question pertinente que l'on m'a déjà posée est la suivante. À quel moment peut-on estimer que l'on a des connaissances essentielles pour développer une application avec Angular? Selon moi, nous apprenons à utiliser un framework comme Angular pour créer des applications dans le but de résoudre des problèmes ou de répondre à des besoins utilisateurs. Pour cela, une application est généralement constituée de plusieurs pages et il est donc essentiel de maîtriser certains concepts. Parmi ces concepts, nous avons la création et l'utilisation efficace des composants, car ce sont ces composants qui nous permettent de structurer l'interface utilisateur. Nous avons également les services afin d'extraire la logique métier des composants et éviter d'avoir des fichiers trop volumineux. Nous avons le système de routing pour permettre la navigation entre les différentes pages de l'application. Nous avons les guards pour sécuriser l'accès à certaines pages et restreindre leur utilisation aux utilisateurs authentifiés. Nous avons également les formulaires et les requêtes HTTP qui sont indispensables pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec l'application et de pouvoir par exemple se connecter, s'authentifier, réaliser des filtres, multicritères, etc. Et c'est précisément tout cela que nous avons vu dans cette série. Autrement dit, si vous avez suivi cette série jusqu'ici et pratiqué avec le projet Fil Rouge, vous avez déjà toutes les connaissances nécessaires pour développer une application Angular de zéro. Le reste vient avec la pratique. Et comme on le dit souvent, practice makes perfect. Si vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai réalisé une série sur une version moderne d'Angular, alors la raison elle est simple. Au moment où j'ai réalisé cette vidéo, c'est-à-dire durant la période janvier-février 2025, il n'existait presque aucune série en français couvrant les versions modernes d'Angular en partant de zéro. L'idée derrière cette série est donc de vous permettre d'apprendre Angular avec les versions récentes dès le départ. Cela dit, si vous souhaitez également apprendre les anciennes versions d'Angular, voici deux séries de vidéos que je vous recommande.
Pour la première série, il s'agit d'une série de formations que j'ai réalisées avec GDG Lomé, c'est-à-dire les groupes de développeurs de Google, qui couvrent les versions d'Angular antérieures à la 16. Pour cette série, vous pouvez ignorer les parties sur les formulaires, le routing et les requêtes HTTP, car ces notions ont été déjà abordées en détail dans la série actuelle. La deuxième série est une série de formations d'initiation Angular également, que j'ai réalisée avec GDG Bassam et GDG Cloud Abidjan. Cette série couvre la version 16 d'Angular, et même chose, pas besoin de revoir les parties sur les formulaires, le routing et les requêtes HTTP. Je mettrai donc les liens vers ces différentes séries en description de cette vidéo pour des personnes souhaitant les suivre. En complément du contenu de cette série, vous pouvez également consulter mes séries de vidéos sur les versions 16, 17 et 18 d'Angular qui sont déjà présentes sur la chaîne et dans lesquelles je me concentre sur les nouvelles fonctionnalités introduites dans ces différentes versions. Et cela à travers des exemples pratiques à chaque fois. Pour progresser, la clé est la pratique encore une fois. Donc n'hésitez pas à réaliser des projets personnels, à lire des articles ou à expérimenter par vous-même tout cela. Même moi, je continue par apprendre au quotidien de cette façon. Pour déployer une application Angular, il vous suffit d'exécuter la commande ngbuild. Cette commande transpile votre application en un format compréhensible par le navigateur, c'est-à-dire un ensemble de fichiers HTML, CSS et JavaScript. Il vous suffira ensuite de configurer votre serveur pour servir le fichier index.html à chaque fois qu'un utilisateur accède à votre site. Selon votre serveur web préféré ou votre environnement de déploiement cloud préféré, comme Vercel, Firebase, etc., vous trouverez plus de détails sur la documentation officielle d'Angular. Je mettrai également en description de la vidéo le lien vers cette documentation sur le déploiement. Concernant la mini-application que nous avons développée pour la pratique, il y a une amélioration à apporter au niveau de l'authentification pour améliorer l'expérience utilisateur. Le problème dont souffre cette mini-application, c'est que l'utilisateur n'est pas automatiquement déconnecté et redirigé vers la page de connexion lorsque son token expire. Vous allez voir que par défaut, lorsque j'essaie d'accéder à l'application, donc nous sommes redirigés sur la route par défaut qui est la route employée ici. Et lorsque j'essaie d'accéder à la page de login ici, donc on va voir que l'application détecte ici que nous sommes déjà connectés et nous redirige encore une fois vers la page employée ou sur la route employée. Et la raison, c'est parce que l'application, avec l'implémentation que nous avons actuellement, notre service d'authentification détecte qu'il y a un token d'authentification. Donc le service suppose que nous sommes actuellement connectés. Donc si on regarde dans la partie Application ici, dans l'onglet Application qui nous permet de voir le contenu du local storage, donc on voit ici que nous avons un token d'authentification. Et nous avons vu que le service d'authentification se base sur ce token pour savoir si nous sommes connectés ou pas. Par contre, le service d'authentification ne peut pas savoir si ce token a expiré ou si ce token est invalide. Donc, ce qui fait que lorsque nous accédons à la page d'employé, donc lui, en voyant ou la présence du token, il suppose que nous sommes connectés. Et pareil, lorsqu'on essaie d'accéder à la page de login, le GUAD que nous avons mis en place précédemment nous redirige vers la page employée parce que ce GUAD suppose que nous sommes connectés. Mais si nous nous référons à la partie network ici, donc lorsque j'actualise la page, donc on voit quand même que la liste des employés ne s'affiche pas ici. Et si on s'intéresse aux détails de pourquoi cela ne s'affiche pas, donc on voit qu'il y a la requête qui est bien effectuée, mais on a une erreur CASA 1. Et si on vérifie dans les détails, on voit que la raison, c'est parce que le token est expiré. Donc le serveur ne nous retourne pas de réponse parce que notre token de connexion ou d'authentification a expiré. Donc pour corriger ce problème, il nous faut trouver un moyen de supprimer ce token du local storage lorsque nous sommes dans ces conditions. C'est-à-dire que lorsque nous sommes sur une page qui est différente de la page de login et que le token n'est pas valide. Donc pour cela, nous allons modifier un peu notre intercepteur pour répondre à ce besoin. Donc nous allons retourner au niveau de l'intercepteur, vu que c'est l'intercepteur qui nous permet, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, de pouvoir intercepter des requêtes et d'effectuer des traitements spécifiques dessus en modifiant le contenu avant de l'envoyer au serveur. Donc les intercepteurs nous permettent également de pouvoir agir sur la réponse aux besoins. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons nous placer du côté de la réponse. Donc on a vu que dans la partie authentification, nous récupérons le token
Et lorsque le token est présent, donc nous l'ajoutons à la requête avant d'effectuer la requête. Et après avoir effectué la requête, donc on envoie les requêtes vers le serveur. Donc pour pouvoir, au niveau d'un intercepteur, traiter les résultats issus de la requête, donc on se place après la requête, c'est-à-dire après le nest ici. Donc ici, nous pouvons juste mettre un pipe ici et se mettre après le résultat. Donc lorsque nous mettons, nous pouvons mettre ici un tap pour pouvoir voir le résultat qui est issu, ou plutôt la réponse qui est issue de la requête que nous venons d'effectuer. Donc ici, je vais faire simple, nous allons mettre juste un simple console log ici. Donc lorsque je retourne dans la console, donc on voit que cela nous affiche juste une valeur qui est type et qui donne la valeur 0, qui a une signification particulière. Alors, ce que nous souhaitons faire dans ce cas, c'est de vérifier que la réponse que nous avons c'est de vérifier l'entête de la réponse et de supprimer le contenu de ce local storage. Donc, il nous faut avoir plus de détails sur la réponse. Et dans ce cas, il ne s'agit pas d'une réponse classique, mais il s'agit d'une erreur. Donc ici, il nous faut, dans ce cas, utiliser le catch error pour pouvoir catcher l'erreur en question. Donc ici, on peut enlever tout ça, le tap, on n'a pas besoin de ça. Donc on va juste capturer l'erreur, puisque c'est le cas d'erreur qui nous intéresse. Donc on va capturer l'erreur et traiter l'erreur en question. Nous allons juste faire quelque chose comme ça. Afficher le résultat ici pour voir le contenu de l'erreur. Et le but de ça, c'est juste pour vous donner une idée de ce à quoi cela ressemble. Donc l'idée ici, c'est de récupérer la réponse qui est une erreur dans ce cas, de voir son contenu et de nous focaliser cela pour traiter ou pour réaliser les traitements dont nous avons besoin. Et ici, le catch error, c'est juste qu'on redéclenche l'erreur sans la traiter pour qu'on ait un comportement par défaut. Donc si je reviens ici, donc si je prends la console, donc si j'actualise, donc on voit maintenant que nous avons l'erreur qui a affiché. Donc on a un HTTP error response comme valeur de l'erreur ici. Et si on regarde le résultat, donc nous avons l'erreur qui correspond à ce que nous retourne le serveur. Donc cela correspond bien à ce que nous avons vu dans la partie network ici. Donc on voit que c'est la même valeur qui est retournée ici dans la partie error. Donc nous avons la possibilité également de voir ce que contient l'entête si nous le souhaitons. Mais ce qui nous intéresse plus ici, c'est le statut et de voir un élément ici qui nous permet de pouvoir savoir que le token a expiré. Donc sur quel élément nous allons nous baser. Donc dans notre cas, la première chose à faire, nous allons dire ici que si nous sommes dans le cas d'erreur et que nous avons un statut, donc déjà ici, nous allons dire que si l'erreur est instance de, donc on peut regarder HTTP error response, que nous souhaitons faire quelque chose de particulier. Donc ici, on aurait pu utiliser également, oui, là c'est bon. Donc ici, ce que nous pouvons faire, c'est de vérifier maintenant si l'erreur, donc on va vérifier le statut. Si le statut correspond à du K101, on sait que nous avons un problème d'authentification. Mais rien ne nous dit que c'est un token qui est expiré ou pas. Parce qu'il se peut que ici nous soyons sur la page de login et que nous fassions une requête et que la requête échoue. Donc on aura un K101 dans ce cas également. Juste que le résultat ici sera différent. Donc dans notre cas, nous pouvons nous dire on peut supposer que on peut faire quelque chose comme ça. On peut dire si l'erreur, le statut d'erreur est égal à K101 et que le error point error ici correspond
à la valeur que nous avons ici. Donc, on peut dire que dans ce cas, nous sommes dans le cas de... Donc, on peut faire quelque chose comme ça. Que lorsque nous avons quelque chose comme ça, que ici, nous sommes dans un cas d'expiration de token. Donc, on va vérifier et juste afficher quelque chose ici. Donc, on va juste dire expirer. Donc, l'idée, c'est de faire notre traitement ici. Donc, on voit que nous avons le cas, notre valeur qui est bien affichée ici, expirée, qui provient du code que nous avons ajouté. Donc, on peut faire notre vérification ici et faire les traitements dont nous avons besoin là. Mais procéder de cette façon n'est pas la bonne façon de faire parce qu'il se peut que le token soit invalide également et qu'on ait également une erreur qui soit différente de celle-ci. Donc, dans ce cas également, on doit supprimer le token de notre local storage et rediriger l'utilisateur sur la page de login. Dans le même, comme on l'aurait fait lorsque le token est également expiré. Et gérer les choses de cette façon n'est pas la bonne façon de faire. Donc, si c'est que le serveur nous retournait des codes, donc on peut vérifier les différents codes. Ça aussi, c'est une façon de faire. Mais ce que nous allons faire ici, donc on va supposer que lorsqu'on a une erreur K101 et que nous sommes sur la page ou sur une route qui est différente de la page de login, c'est qu'il y a un problème soit d'expiration de token, soit un problème de token invalide. Et c'est dans ce cas que nous allons vider notre local storage et rediriger l'utilisateur sur la page de login. Donc dans notre cas, nous allons juste effectuer cette vérification. Donc pour pouvoir faire ces différentes vérifications, donc d'abord, nous allons injecter également le routa ici pour nous permettre de savoir où est-ce que nous nous trouvons. Donc on va injecter le routa ici. Donc on va faire inject, on va injecter le routeur. Donc l'idée de cela, c'est de pouvoir récupérer des informations sur la route en question. Donc ici, nous allons nous dire que si nous avons une erreur K101 et que au niveau de notre routeur, l'URL de notre route est différent de login. Donc on sait que dans ce cas, donc ici, donc si c'est différent de login, donc on sait que nous sommes sur une page comme c'est le cas ici, où il y a un problème d'expiration de token ou un problème de token invalide. Donc dans ce cas, nous allons faire nos différents traitements. Et ici, ce que nous allons mettre ici, donc lorsque nous sommes dans cette condition ou que cette condition est vérifiée, donc nous allons d'abord faire appel au service d'authentication, le Authentication Service ici. Donc nous allons procéder dans un premier temps à un logout. Donc si on revérifie le contenu du logout, ce que ça fait, c'est que ça vide le local storage. Et ça informe l'extérieur que l'utilisateur mène à déconnecter. Et la deuxième chose que nous allons faire en plus de cela, c'est de naviguer vers le... Donc on va utiliser le routeur pour naviguer, faire naviguer l'utilisateur, rediriger l'utilisateur vers la page de login pour qu'il s'authentifie de nouveau. Donc on va juste faire le navigate comme ça et fournir que nous souhaitons rediriger l'utilisateur sur /login. Donc lorsque je vais faire le save de ce code, si tout se passe bien, ça veut dire que déjà le logout ici va entraîner la suppression du token que nous avons dans notre local storage ici. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que ce code va faire, c'est qu'il va nous rediriger sur la route de login. Donc lorsque je vais faire le save, c'est ces deux actions qui vont se passer. Donc là, j'essaie de mettre les deux comme ça, pour qu'on puisse voir ce qui va se passer. Donc lorsque je fais le save, donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Donc ça, c'est la suppression du token du local storage, comme on peut le voir là. Et la deuxième chose, on voit qu'on est redirigé sur la page de login. Donc si je reviens ici, donc on vient ainsi de corriger le problème de l'authentification, à savoir le fait de ne pas garder le token lorsque le token expire. Donc on voit maintenant que lorsque nous
nous loguons de nouveau, donc l'application va fonctionner comme elle fonctionnait. Donc ici, si je reprends les informations de connexion, donc j'utilise ces informations de connexion, je mets l'email ici, je mets le mot de passe, donc on arrive à se connecter de nouveau et nous avons le token qui est à nouveau ajouté dans le local storage. Donc pour tester ce que nous avons fait précédemment, donc il me suffit de prendre un ancien token qui est issu d'une ancienne authentification, de le placer là. Donc lorsque j'actualise la page, donc on va voir que l'application va faire une requête d'authentification. Donc il y a un cas 101 qui va dire que le token a expiré. Et ce qui va se passer derrière l'application avec le nouveau code que nous avons ajouté. Donc le code va détecter ici que nous sommes dans ces conditions et que nous sommes sur une route qui est différente de la route de login, c'est-à-dire la route employée dans ce cas. Et il va procéder à la suppression du token et ensuite rediriger l'utilisateur vers le login, ce qui nous permet d'avoir le comportement que nous avons ici. Donc on vient ici de corriger le problème. Donc on peut après enlever le login expired que nous avons mis ici. Donc on vient ici de corriger ce bug. Donc autre chose, je mettrai en description de la vidéo donc le lien vers le repo avec le code final des tests ou de tout ce que nous avons réalisé jusque-là. Des tests également et puis de ce fils que nous venons de faire. Et voilà qui nous amène à la fin de cette série, dont l'objectif est de vous permettre d'apprendre Angular de zéro à travers la pratique. Cela a été un plaisir pour moi de vous accompagner dans cette aventure d'apprentissage. N'hésitez pas à partager cette série autour de vous, avec vos collègues, vos amis, pour les aider à se mettre à jour sur les versions modernes d'Angular. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette série et de quel pays vous suivez cette série par exemple. À côté de ça, je vais reprendre les petites séries sur les nouveautés d'Angular pour vous tenir informé des évolutions du framework. D'ici là, portez-vous bien.